Allô? Oui, Désolé tout le monde. oui, désolé, on avait des petits ennuis parce qu'on n'est pas des grands techniciens, informaticiens, mais nous sommes des gens de bonne volonté. Ça, il faut le mentionner. On est des gens de bonne volonté. Ghislain, comme on a pris un petit peu de retard, ben, on va prolonger le meeting pour les gens de peut-être 5 minutes là, pour leur permettre d'absorber toute cette matière parce qu'il y en a beaucoup. Alors, dans la matière aujourd'hui, pourquoi la bourse monte-t-elle alors que les données sur le chômage, l'endettement et même les manifestations aux États-Unis, bien, ça inquiète tout ça. Mais la bourse, encore une fois, hier, elle a monté. Quels secteurs du marché peuvent nous réserver de belles surprises dans l'avenir? Quels secteurs pourraient bien nous décevoir? Et aussi, une grande question, celle-là, elle revient souvent. Est-ce qu'il y a des placements sans actions qui soient dignes d'intérêt? Parce qu'il n'y a pas que les actions pour faire un bon portefeuille. Et puis, là-dessus, ben, on regarde maintenant les indices ensemble, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont réalisé comme performance au cours du début de l'année 2020. Je vais partager mon écran et vous allez voir les statistiques relativement récentes. En fait, elles se sont peut-être même un peu améliorées. Ces statistiques que vous voyez à l'écran sont les rendements cumulatifs depuis le début de l'année. Si on regarde le TSX, je le mets dans le haut de l'écran, vous voyez le TSX avec quelque chose comme 15 192 points. Le cumulatif depuis le début de l'année, on est à moins 11. Moins 11, c'est pas si mal, mais quand même, le creux était peut-être dans les moins 35. SP500, ben lui, il est à moins 5,77. Il s'en tire assez bien, comme le Nasdaq qui est positif depuis le début de l'année. Et si on regarde plus bas, le Dow Jones, il est à moins 11, alors similaire à notre SPTSX. Russell 2000, moins 16. L'indice de la Bourse de Londres, FTSE, moins 19. Les 50 plus grands titres Eurostoxx, on parle de moins 18. Au Japon, c'est moins 7,5 qu'on voit juste ici. Hang Seng, du côté de la bourse de Hong Kong, moins 18. Le Shanghai, la Chine intérieure, moins 6,48. Et si on prend tous les pays, ben, c'est à peu près moins 10. Alors, on est loin de l'hécatombe qu'on avait observé à la fin mars ou encore sur les relevés de mars. Ghislain, on peut peut-être mentionner aux gens que s'ils ont un relevé de placement entre les mains du 31 mars, ben, il est périmé. Je pense que celui-là, on peut le détruire carrément, puisque finalement, les données ont bien changé. Quelles sont tes observations là-dessus depuis le début de l'année? Depuis le début de l'année, c'est clair qu'il faut regarder dessous la bourse pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a certaines industries, certaines parties de la bourse qui se voient avantagées par qu'est-ce qui se passe, surtout le côté technologique, où certaines tendances technologiques étaient déjà en forte croissance se voient accélérer avec la distanciation sociale, avec tout ce qui se passe. Puis de l'autre côté ou à l'autre extrême, je devrais dire, tu as d'autres industries qui sont très dépendantes du voyage, du transport, de l'énergie, tout ce qui est sensible à l'économie, ces stocks-là traînent clairement la patte. Puis à l'intérieur des deux secteurs, que ce soit ceux qui sont pseudo-avantagés par ce qui se passe et ceux qui sont désavantagés par ce qui se passe, il y a encore une fois une différence de performance basée sur la résilience de la compagnie. Ce qui fait la grande différence dans la performance d'un portefeuille ces jours-ci, c'est si la compagnie a la fortitude ou la solvabilité financière pour passer à travers de la tempête, parce que ça crée une interruption pour toute entreprise, encore une fois, certaines plus que d'autres, mais la force du bilan fait aussi une grosse différence dans la performance. Donc, clairement, il y a plusieurs entreprises qui n'ont pas nécessairement la fortitude financière ou la santé du bilan pour survivre la crise sans l'intervention des gouvernements. Donc, quand le gouvernement, avec ses différents programmes, intervient dans une entreprise, souvent, c'est un mauvais signe pour l'entreprise à court et souvent à long terme aussi. OK. Mais est-ce que les marchés, finalement, la réaction qu'on observe, c'est qu'ils se satisfassent très bien, ils sont rassurés par les interventions gouvernementales et surtout la liquidité partout et on prend que cette bonne nouvelle pour nous dire finalement que ben, on se contente de ça. Et puis, c'est assez positif. C'est clair que la bourse reconnaît par la différence de performance entre secteurs qu'est-ce qui se passe, mais c'est aussi clair que ça surprend les gens à la rapidité et l'intensité à laquelle la bourse a rebondi.
Le catalyste était clairement l'intervention des banques centrales. Le 23 mars, c'était le creux du marché. Le 23 mars, c'était la date à laquelle la Banque centrale américaine a annoncé leur premier programme de 2 trillions de dollars. Depuis, c'est devenu beaucoup plus gros. Depuis, c'est devenu beaucoup plus mondial. Et toutes les banques centrales et tous les gouvernements du monde ont sorti plusieurs différents programmes, justement pour permettre au marché de regarder plus loin que le deuxième ou troisième trimestre ou même 2020. Ce qui nous amène à une notion qui est importante, puis dans les questions ou les questionnements de départ, Fabien, tu as listé plusieurs questions. Une était, bien, qu'est-ce qui se passe? La bourse monte, puis le titre de la présentation aussi, ben oui, on c'est dit ça. beaucoup. Là. Est-ce que la bourse est immunisée contre le COVID? Parce qu'on ne dirait pas, parce qu'on vit une crise planétaire, une des rares crises planétaires, et on pourrait s'attendre à une catastrophe boursière et quelque chose de moins 30, moins 50, même comme en mars 2000, lorsque les titres techno ne répondaient pas finalement aux attentes de bénéfices, ça a flanché. Et là, le marché semble extrêmement robuste, résilient. Bien, pour répondre à ces questions-là, il faut que je prenne le temps d'expliquer quelques concepts ou la nature des marchés financiers. Je vais commencer avec un concept ou une nature des marchés, c'est que les marchés n'actualisent pas le présent. Ah non? Le marché ne représente pas le présent. Le marché représente toujours le futur, actualise le futur, au même titre que je vais faire une comparaison. Un bloc immobilier résidentiel, on sait que l'immobilier commercial, c'est une autre chose, là, mais l'immobilier résidentiel, il y a certains blocs immobiliers qui font face à des locataires qui, pour l'instant, ne payent pas leur loyer pour différentes raisons. Il y a différents programmes pour ça, mais l'évaluation du bâtiment ne va pas nécessairement se faire basée sur les loyers du dernier mois, mais plutôt sur la capacité de générer du revenu à long terme, actualisé à aujourd'hui. De la même façon que lorsque la bourse tente de donner une évaluation constante à chaque seconde pour chaque stock, pour les 1000 et les 1000 stocks partout dans le monde, c'est la confrontation de tous les acheteurs et les vendeurs avec l'idée suivante. Qu'est-ce que cette business-là vaut à long terme? C'est quoi sa capacité de me générer des profits à long terme? C'est là où on voit la grande différence. Les titres pétroliers qui, clairement, ben, par exemple, la technologie qu'on utilise actuellement va avoir un certain impact sur notre utilisation d'énergie. Juste dans mon rôle, je faisais 35 000 km par année, beaucoup de visites. Pour faire une présentation comme ça, ben, la dernière qu'on a faite, Fabien, c'était pas loin à Outremont, là. Mais souvent, il fallait voyager pour rencontrer les clients. Maintenant, sans voyager, on peut rencontrer plusieurs clients et personne de vous a dû se confronter le trafic, etc. C'est juste une mini-exemple. Mais c'est pour ça qu'il y a une discrimination qui se fait à la bourse. Les titres de commerce en ligne, surtout les plus gros, qui ont vu leur chiffre d'affaires carrément augmenter dans cette crise-là, représentent une meilleure capacité de générer du revenu futur. Donc, la bourse regarde en avant, les médias parlent du présent, des fois spéculent sur le futur, surtout si on va sur YouTube. Mais ça, c'est une notion importante. C'est pas nouveau non plus. La bourse a commencé à monter dans toutes les récessions, dans l'histoire des récessions, où il y avait une bourse, puis ça fait, aux États-Unis, ça existe depuis 230 ans à peu près. La bourse a toujours commencé à monter. En fait, elle a commencé à descendre avant que la récession soit annoncée et elle commence toujours à monter avant que la récession soit confirmée ou soit finie ou terminée. La différence avec le contexte actuel, c'est que la récession était instantanée. Oui. Puisque c'était orchestré par les gouvernements qui avaient des gros soucis envers leur système de soins de santé. Mais on avait tout l'exemple. Oui, c'est aussi, Ghislain, c'est peut-être la première fois de l'histoire qu'on voit justement une récession planifiée, orchestrée. C'est unique. Alors, les bases, quand on veut réagir avec les marchés, on se fie un peu à l'histoire, mais là, il n'y a rien, il n'y a pas de référence. Bien, en termes d'histoire, c'est historique d'un point de vue rapidité. Ouais. On ne s'est peut-être pas rendu au moins 50 comme on avait en 2008 ou la Grande Dépression, mais il y a une grande différence entre ce qui se passe aujourd'hui en termes d'intervention du gouvernement et 2008-2020. Je vais en parler. Je vais expliquer, je vais partager ça tout de suite. La différence entre aujourd'hui et 2008 ou la Grande Dépression, c'est que la Grande Dépression, ça a pris très, très, très longtemps pour les gouvernements d'intervenir. Hein? En 2008, ça a pris plusieurs mois, plusieurs trimestres avant les gouvernements et les banques centrales d'intervenir. Hein? Cette fois-ci, ça a pris quelques semaines. Donc, avant cette intervention-là, on avait le constat qui était une
grosse partie de l'économie mondiale de façon synchronisée et shutdown. C'est même pas une récession. C'était carrément un shutdown d'une grosse partie de l'économie. Ben oui. Très rapidement. Donc, face à ça, la bourse était en chute libre. Si vous vous en rappelez du mois de mars, tous les jours, ça chutait agressivement parce que la bourse n'était plus capable de voir dans le futur parce que la seule chose qu'on voyait, c'est que l'économie allait sur un shutdown. On ne savait pas comment les compagnies allaient être capables de payer leurs dettes à maturité ou leurs différents engagements dans les prochains mois. Et cette incertitude-là grave faisait en sorte qu'on tombait en ligne droite. Quand les différents programmes ont commencé à sortir, et c'était aussi impressionnant que la chute économique, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des banques centrales et qu'est-ce qu'ils ont déjà fait et qu'est-ce qu'ils, d'après nous, vont continuer à faire après le COVID. On peut en parler plus tard si ça vous intéresse. Mais cet argent-là, ces programmes-là, il y a plusieurs programmes, avaient plusieurs objectifs. Et c'était, pour partager quelques-uns, là, un des programmes, c'était d'acheter la Banque centrale finance le bilan des obligations ou les finance les bilans des corporations. C'est-à-dire qu'on imprime de l'argent, on achète des obligations dans le marché, ce qui veut dire que toute corporation, ce n'est pas juste un programme américain, il y a des programmes comme ça au Canada et ailleurs, peuvent se financer. Ça veut dire que les entreprises sont capables de faire des levées de fonds sur le marché, prendre cet argent-là, le mettre sur leur bilan, et aussitôt que le cash atterrit sur leur bilan, le risque de solvabilité de l'entreprise chute rapidement parce qu'ils ont l'argent nécessaire pour s'ajuster pendant cette période-là. Ouais. Et ils ont aussi des programmes pour garder leurs employés clients en place. Et de la même façon qu'on a orchestré une fermeture de l'économie pour des raisons de soins de santé, parce que l'image d'avoir trop de victimes qui arrivent à nos hôpitaux, quand on n'a pas la capacité de les accueillir, c'était un cauchemar. On l'a vu en Italie, on voulait tout éviter ça. On l'a évité quand ça vient de la première vague. La plupart des hôpitaux ne sont pas à capacité aujourd'hui. Et on est en train de bâtir des hôpitaux annexes. Mais de la même façon que la fermeture économique était orchestrée, la réouverture est aussi orchestrée. Là, on est en train de réouvrir les économies. Ça ne veut pas dire que tous les consommateurs vont revenir rapidement. Mais on a déjà orchestré via plusieurs programmes la survie des entreprises importantes pour être capable de réembaucher les gens quand la demande du consommateur va revenir. Donc, la bourse, avec tous ces programmes-là, tout cet argent-là, est capable de regarder au-delà de 2020 et regarder les prochaines quelques années, puis tenter de se donner une idée de qu'est-ce que ces business-là vont valoir, pas aujourd'hui, mais à long terme. Ce qu'on peut aussi préciser, Ghislain, tu disais que c'est une machine qui sert à voir, à anticiper, à voir l'avenir. Mais il y a deux sortes d'avenir pour une entreprise. Il y a les revenus qu'elle engendre, les bénéfices qu'elle engendre, les distributions et tout ça. Et d'autres fois, c'est que l'appréciation de sa demande fait que la perception va augmenter. Des titres de technologie, on sait qu'ils sont très prisés en ce moment, des entreprises comme Amazon. Si on fait le lien entre la profitabilité d'Amazon en pourcentage par rapport à une grande banque canadienne, là, on s'aperçoit qu'on est carrément dans un autre monde, là. Parce qu'Amazon, beaucoup dans la recherche et développement, mais ce n'est pas une machine dont les bénéfices sont peut-être soutenables d'un point de vue, je dirais, quand on évalue ça de manière fondamentale. C'est ça qui est spécial quand ça vient en tête technologique, c'est que la bourse récompense un réinvestissement massif des profits pour de la croissance future. C'est exactement le plan de match à Amazon que la bourse a accepté ça fait longtemps. C'est que Amazon pourrait générer des profits beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui si elle voudrait. Elle choisit de réinvestir une grosse part de ces profits-là pour faire fruit, pour avoir un effet composé sur son revenu actuel. D'où vient cette dominance dans plusieurs industries qui inquiète certains gouvernements. Mais pour encore une fois essayer de répondre au thème de la présentation, Fabien, je pense que ça vaudrait la peine que j'explique un concept de l'inflation d'actifs. L'inflation d'actifs. OK, vas-y. Ce n'est pas un terme qu'on entend souvent. Le mot inflation, on sait, c'est le pouvoir d'achat qui va diminuer avec nos dollars d'aujourd'hui si on n'a pas un moindre rendement, un rendement au moins équivalent à l'inflation, on va user son pouvoir d'achat. Mais l'inflation d'actifs, qu'est-ce que tu veux dire par là? L'inflation d'actifs, c'est l'idée, c'est pas l'idée, c'est pas nouveau non plus, c'est vraiment,
théorique ou conceptuel pour ceux qui ne travaillent pas dans le domaine tous les jours, mais c'est quelque chose qui devient excessivement réel avec ce qui vient juste de se passer depuis 2 mois. Mais pour aider les gens à comprendre le concept d'inflation d'actifs, je vous invite à accepter une vision du futur dans 2 ans. Puis je vais assumer certaines choses. Premièrement, j'assume que je pense qu'il faudrait que tu me permettes d'être un co-host, Fabien. Oui. Ou que je suis capable de partager des visuels si jamais je n'ai besoin. Mais je vais continuer indépendamment. D'accord. Assumons que nous aurons une solution médicale d'ici 2 ans. Parce qu'il ne faut pas que les gens oublient que le COVID-19, ce n'est pas comme H1N1. D'après notre base scientifique et plusieurs experts à l'externe, incluant des médecins et des scientifiques à l'interne, qui nous consultent justement sur tout ce qui se passe. Depuis le début mars, ça a été assez clair que le problème aurait duré plus qu'une vague. C'est multiples vagues. Le problème, c'est que les médias pensent que laissent croire aux gens que la deuxième vague va automatiquement être plus féroce que la première vague et l'impact économique encore plus dur. On a une différente vue là-dessus, on peut en parler après, mais le point important, c'est que la pandémie, c'est temporaire. Tandis que l'intervention des gouvernements, l'argent qui a été créé et injecté dans le système monétaire n'est pas aussi temporaire. Les taux d'intérêt à zéro ou très, très bas ne sont pas aussi temporaires. La stimulation qui a été mise en place va survivre le virus ou la capacité du virus de nous ralentir d'un point de vue économique. Donc, revenons à un scénario dans 2 ans. Dans 2 ans, la quantité d'actifs à laquelle vous, tous les gens dans la salle virtuelle, peuvent acheter, que ce soit de l'immobilier, que ce soit de la terre, juste de la terre, que ce soit de l'or, que ce soit une compagnie, une PME qu'on achète d'un autre entrepreneur ou qu'on achète une business via la bourse, qui est la même chose. C'est une business, il y a de l'actif, il y a une capacité de générer du revenu, ça vaut quelque chose, c'est de l'actif. Bien sûr. Tous ces actifs-là, d'ici 2 ans, en termes de quantité, je ne parle pas encore de prix, en termes de quantité, ça va être à peu près la même chose. Il va y avoir de la construction, mais le niveau d'immobilier d'ici 2 ans, à peu près la même chose. Le nombre de stocks au niveau bourse mondiale, à peu près la même chose. Il y en a qui vont bouffer les petits, puis il va y en avoir des plus gros, mais ça va être à peu près la même chose. Ce qui aura changé dans l'offre et la demande des stocks ou des actifs en général, c'est que d'ici 2 ans, il y aura beaucoup plus de dollars US dans le système. Il y aura beaucoup plus de dollars canadiens dans le système. Il y aura beaucoup plus de pounds britanniques, de euros, de yens de japonais, de yuan chinois, de francs suisses, etc., etc., puisque le COVID-19, c'est un problème mondial et l'intervention des banques centrales est synchronisée autant que la première vague. Et donc, il va tellement avoir plus d'argent dans le système que si vous pensez que les meilleures compagnies sont chères aujourd'hui, attendez qu'il n'y ait plus cette peur-là qui domine les marchés encore aujourd'hui. Et je peux le prouver. Je ne sais pas si j'ai accès à… Maintenant, je t'ai donné accès. Tu peux partager ton écran. C'est gentil, merci. J'ai énormément d'acétate. On ne va pas passer à travers de tout ça, mais on va passer… je vais juste sortir une acétate qui vaut la peine de partager. C'est celle-ci. Ceci, c'est le niveau de cash ou le niveau de liquidité dans le marché. Donc, on est rendu à des niveaux assez extraordinaires, 4,8 trillions de dollars. Ça, c'est juste une stat américaine. On pourrait prendre d'autres stats et s'accumuler ça. Donc, malgré le fait que la bourse a monté, il y a encore plusieurs investisseurs qui ont peur. Puis, ils ont des raisons d'avoir peur parce que il y a certainement des entrepreneurs dans la salle virtuelle, certains entrepreneurs, j'en ai parlé à plein depuis le mois de mars, ils vivent des périodes difficiles et ça conditionne un peu leur confiance du futur. Le concept que je veux expliquer, par contre, qui est important, c'est que c'est un cycle temporaire. C'est-à-dire, attends, je vais juste avoir accès à mon stylo, là. Hop, ici. Donc, avec une vague d'infection, on a eu une distanciation sociale qui a créé une récession économique instantanée, qui a provoqué une réaction assez impressionnante. On est en train d'imprimer de l'argent comme si il n'y a pas de fin. Et ça crée un recouvrement économique dans plusieurs secteurs de la bourse, pas de façon égale, bien sûr, d'où vient l'opportunité de faire des transactions ces jours-ci, qu'est-ce qu'on fait comme travail à fidélité. Ceci dit, le vrai recouvrement
dont l'économie n'a pas encore lieu. Parce que la plupart des personnes ne sont pas encore capables d'être aussi actives d'un point de vue économique qu'ils l'ont déjà été. Non, et c'est ça. la vraie activité économique va venir quand il n'y aura plus de vagues. Ceci dit, il va y avoir d'autres vagues. Il y a différentes façons de voir ça. Ce cycle-là va continuer. Et le plus que la crise dure, le plus que la vague, le plus que le virus ralentit le vrai potentiel de l'économie mondiale, le plus que ça va provoquer de la stimulation qui va rester post-COVID. Et là, le jour qu'on a un vaccin, le cycle temporaire est brisé. C'est là que la confiance pourra vraiment revenir et que tout l'argent qui a été créé, injecté dans le système économique, va commencer à rouler d'une main à l'autre. Parce qu'il y a un concept qui s'appelle la vélocité de l'argent. C'est la vitesse à laquelle un 20 passe ou un dollar passe d'une poche d'une personne à l'autre. Oui, mais là, ça va très vite parce qu'avec l'argent électronique, c'est plus de 60 de l'argent qui est carrément virtuel. Alors, ça va vite aujourd'hui. La friction est très faible due au phénomène d'argent virtuel ou paperless economy. Ceci dit, la vélocité est plus lente aujourd'hui que pré-COVID à cause de la récession ou le choc économique qu'on est en train de vivre. Mais le jour qu'on n'a plus peur de se rencontrer au Centre Bell, on n'a plus peur de voyager et que l'économie est réellement ouverte à travers de toutes ces phases, tout cet argent-là qui a été injecté va commencer à bouger. La bourse est en train d'anticiper ça dans les années à venir. Okay. Et si vous pensez que la bourse ou les meilleures compagnies sont chères aujourd'hui, attendez que la confiance revienne à l'ordre du jour. Là. On n'est pas là tout de suite là, avec tout ce qui se passe. Mais Ghislain, le phénomène que tu expliques, là, justement, que le fait que les taux d'intérêt devraient rester faibles très longtemps, que les ratios des entreprises devaient être très élevés, c'est-à-dire qu'on va payer plus cher pour des entreprises de qualité, il me semble que ça peut accélérer la volatilité, puisque le fait qu'on paie plus cher, de temps en temps, quand il y a certains chocs dans l'actualité, bien, on est tenté de sortir les titres qui sont le plus fortement évalués pour se réfugier quelque part. Bien, c'est pour ça que c'est pour ça que la gestion professionnelle est plus importante que jamais. Il y a plusieurs investisseurs qui tentent de prendre contrôle de la voiture de leur portefeuille dans un ton d'incertitude grave. Quelques petits concepts qui est vraiment, vraiment clé pour avoir du succès durant n'importe quelle crise, celle-ci inclue. C'est ma troisième grande crise là, dans mes 20 ans de carrière, Fabien. Tu as plus d'expérience, je devrais dire. Est-ce que tu veux dire que je suis plus vieux que toi? Non. Un peu. Non. On parle d'expérience. Où je m'en vais avec ça, c'est que, la diversification. La plupart, il y a plusieurs investisseurs ces jours-ci qui font l'erreur classique. Au lieu de préserver la diversification du portefeuille riche de plein de différentes compagnies, dont plein de régions, dont plein d'industries qui vont survivre à long terme et probablement bouffer leur compétition via une consolidation qui va faire partie du after-party COVID-19. Ce qu'ils font, c'est qu'ils traitent leur portefeuille comme un switch. Je l'éteins, je vends tout, je rentre, je vends tout, je rentre. Ça, historiquement et statistiquement, on peut démontrer que la probabilité de succès est extrêmement faible. Donc, c'est de rester diversifié. Puis si on a la retraite, ça veut dire pas être tout à la bourse, ça va être une partie revenu fixe, partie à la bourse équilibrée. 2, avoir la fortitude émotionnelle de rééquilibrer dans la crise et dans la confiance. Et si ce n'est pas le cas, déléguer cette discipline de rééquilibrage via des produits équilibrés, des mandats équilibrés. Puis ça, je sais, Fabien, que tu n'es pas étranger à cette formule-là. Non. Le geste de rééquilibrer fonctionne très, très bien depuis la crise. Puis je m'explique. Au mois de mars, la bourse a réellement crashé rapidement. Ouais. Le revenu fixe, certaines parties du revenu fixe a moins bien fait, mais ça a quand même beaucoup mieux fait que la bourse. Donc, le rééquilibrage, c'est le geste de, à la marge, vendre la partie du portefeuille qui a mieux fait pour acheter la partie du portefeuille qui a moins bien fait temporairement. Ça veut dire vendre à bon prix ce qui a bien fait pour acheter à bon prix ce qui est moins cher. Mais le réflexe naturel de l'investisseur, c'est de gérer comme s'il avait une patte de lapin dans les mains. La patte de lapin, c'est l'actif chanceux de son portefeuille. Puis il va se dire, si je réussis avec ma patte de lapin,
bien, je vais en acheter une deuxième, une troisième, une quatrième. Comme ça, je vais être plus chanceux. On encourage les gens à faire exactement l'inverse. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas révisiter la santé d'un investissement face à une nouvelle. Mhm. Et on a fait un gros ménage dans nos portefeuilles. Au mois de mars, quand on a su que ça allait prendre du temps avant de se rendre l'autre côté de cette tempête-là, Ouais. on a fait un énorme ménage. C'était tout basé sur la résilience des compagnies. Parce que même si c'est une business qui a un très bon produit, un très bon service, une très belle marque de commerce, si elle est tout endettée, puis elle est dépendante d'un programme du gouvernement, ça va venir à des conditions, puis ça va handicaper son rendement à long terme. Mais je reviens au point de rééquilibrage pour fermer cette idée-là. Ouais. Aujourd'hui, maintenant que la bourse a fortement rebondi du creux fin mars et qu'a surperformé tout ce qui est garanti, tout ce qui est revenu fixe, tout ce qui est sécuritaire, bien, à fidélité, puis je sais que Fabien, tu fais la même chose, ça se fait automatiquement dans ta structure de portefeuille, on fait exactement l'inverse. À la marge, on prend des profits sur une partie de la bourse pour acheter d'autres parties de la bourse qui ont moins bien fait, ça s'appelle les titres de capitalisation et d'autres compagnies, et on achète aussi dans le revenu fixe. Il y a des parties du revenu fixe qu'on aime beaucoup ces jours-ci puis qu'on achète en quantité institutionnelle. Pour ceux qui sont moins familiers, là, je vais donner une image très simple. Si j'ai un portefeuille 50-50, 50 de placement sécuritaire, 50 de placement en participation, c'est-à-dire en action. La bourse corrige et mon 50 devient 45. Il faudrait donc que je rétablisse mes pourcentages pour revenir à un 50-50. Parce que comme les actions ont baissé, j'ai maintenant plus d'obligations, je suis débalancé. Je vais vendre 5 d'obligations pour renflouer les actions. Et à ce moment-là, vous comprenez tout le principe, je viens d'acheter à la baisse. Et ce rééquilibrage-là, Mais avant d'acheter à la baisse, vous avez vendu à la hausse. oui, j'ai Vous avez vendu à vendu la hausse la partie obligataire, C'est ça. Et la partie du revenu aujourd'hui, fixe. on fait l'inverse. On vend à la hausse le côté bourse à une partie. Puis la raison que ce n'est pas en totalité, c'est qu'il n'y a personne à fidélité malgré les 42 000 employés et les 3,4 trillions de dollars qu'on gère dans 23 différents pays. On n'a pas de boule de cristal. Et on sait que la volatilité, c'est une constante. Mm-hmm. Ce qu'on fait, c'est qu'on rééquilibre tout simplement le portefeuille. Oui, c'est important d'avoir des processus comme ça, puisque comme on ne connaît pas l'avenir, si on a une structure où on est capable d'intervenir de manière automatique quand il y a un déséquilibre, on réduit les risques. C'est ça. Ceci dit, là, encore une fois, à long terme, par contre, on est nettement plus optimiste envers la bourse que les produits garantis ou les revenus fixes. Ah oui? Parce qu'un revenu fixe, une obligation, comme à court terme, surtout les obligations corporatives, la mathématique est écœurante ces jours-ci, puis on investit beaucoup là-dedans. Mais à long terme, la bourse, les conséquences post-COVID risquent d'être l'inflation. Et la bourse peut mieux s'adapter à l'inflation que le revenu fixe, parce que si j'emprunte de l'argent à une institution, un gouvernement, une banque, une corporation, et une obligation, c'est que je veux que cette corporation-là, cette banque-là, ce gouvernement-là me repaye ça, plus intérêt, puis les intérêts ne sont pas très élevés, dépendant à qui vous prêtez de l'argent, dans une période future. Mais si on vit une période d'inflation, je vais réavoir mes mêmes dollars plus une miette d'intérêt et mon pouvoir d'achat aura descendu. Tandis qu'à la bourse, ça peut plus facilement participer à l'inflation ou se protéger contre l'inflation, dépendant de la business. Donc, la première chose... Oui? Oui, si tu permets, Ghislain, je vais te poser une question qu'on a reçue de Michel Lapointe. La perception du long terme, je vais t'expliquer moi celle que j'ai, et j'explique souvent aux gens. Là, si on veut avoir, par exemple, un certificat de dépôt à long terme qui paye le plus, il faut s'attendre à avoir au moins 5 ans. Alors, dans le long terme, bien, il faut être patient aussi. Si on investit dans un portefeuille diversifié ou en action, il faut avoir au moins 5 ans devant soi. Tu es d'accord avec ça? 5 ans, c'est un minimum pour investir à long terme. Un minimum. Parfait. Oui, absolument. Puis 5 ans, la barre est très, très basse pour surperformer les taux de CPG aujourd'hui. Mm-hmm. Et d'après nous, les taux de marché complet de 7-8 ans, alors ça serait quelque chose de standard. Idéalement, l'argent qu'on place à la bourse, il faut avoir plus que 5 ans. Ceci dit, il y a des parties de la bourse qui sont tellement pas chères aujourd'hui que je pense qu'il va y avoir des rendements très intéressants avant 5 ans. Mm-hmm. Mm-hmm. Avant 5 ans. Parce que malgré le fait que les indices, surtout les indices américaines,
qui sont fortement pondérés aux technologies, qui, encore une fois, se voient avantagés dans certains cas avec tout ce qui se passe, nous donnent l'illusion que la bourse a rebondi et plus et que toute la bourse est chère. En anglais, ils disent c'est pas un stock market, it's a market of stocks. C'est ça. Donc, il faut faire la part des choses. Il va y avoir une période dans les prochains 2 ans où les titres qui sont les plus battus vont il va y avoir un certain rattrapage. Bien, ça, justement, j'en viens à la question. Est-ce que tu as identifié, ou chez Fidélité, vous avez identifié des secteurs qui devraient nous réserver de belles surprises parce qu'ils sont peut-être des mal-aimés en ce moment? Oui, les moins aimés vont probablement nous surprendre le plus. Le problème, c'est que c'est plus des transactions ou des investissements à court et moyen terme. Si je pense au pétrole, Fidélité à long terme, on ne voit pas un super futur à très long terme pour le pétrole. L'Alberta n'aura probablement pas le choix de se réinventer. Bien sûr. Et ça a toutes sortes de conséquences. Mais à court terme, puis même les prochaines quelques décennies, on ne va pas se départir d'un point de vue de nos besoins énergétiques du pétrole. Donc, la demande qui est fortement handicapée par la crise qu'on vit aujourd'hui, la demande du pétrole, va rebondir avec la réouverture des économies et surtout, plus tard, va rebondir avec le système de transport, le voyagement, le loisir et la confiance. Donc, il y a des titres de pétrole, il y a des titres de transport qui se transigent à des évaluations alléchantes, ne serait-ce qu'il faut savoir bien choisir ceux qui vont survivre. D'où vient l'importance de la recherche. Parce que si quelqu'un veut conduire son propre portefeuille, mais qui n'est pas capable d'ouvrir un bilan et l'analyser au grand détail pour comprendre la solvabilité d'une entreprise à laquelle elle achète à la bourse, ouais. Il y a un élément d'aléatoire qui pourrait être dangereux, là. Mais c'est ça la beauté de Fidélité, c'est qu'on fouille puis on pose énormément de questions avant de mettre $1 dans une entreprise. Oui, puis c'est pas tout, hein, le fait d'analyser les bilans puis de fouiller là-dedans. Quelqu'un peut avoir des bonnes notions techniques comme analyste financier, mais il y a un aspect aussi important, il y a un aspect confiance, et ça se fait souvent en recevant la haute direction d'une entreprise ou en carrément visitant les usines, visiter même les bureaux, l'exécutif, les employés carrément sur le plancher. Puis poser des questions très difficiles aux exécutifs. Puis surtout ces jours-ci. C'est ça la beauté. Ça sonne comme une publicité, c'était pas l'objectif, là, mais notre business est en train d'exploser depuis la crise. Ça a pris un coup au mois de mars à cause de la confiance, puis là, ça explose. Ah oui. Et une des raisons, c'est parce que la performance pour plusieurs de nos produits est au rendez-vous. Puis la raison pour ça, c'est que c'est l'accès. C'est quand tu gères des trillions de dollars, puis on appelle n'importe quel PDG de n'importe quelle compagnie au monde. On chie n'importe où. Si on s'intéresse à une compagnie, puis on a des questions, puis on a une responsabilité fiduciaire auprès de nos investisseurs, c'est dans l'intérêt de la compagnie de nous rappeler et répondre à nos questions. Parce que sinon, et pas juste ça, qu'est-ce que vous faites pratico-pratique pour vous adapter? Quel business et quelle partie de votre business est affectée positivement et négativement? Et cet accès-là, c'est beaucoup plus payant que rester à la maison et checker des vidéos YouTube là, sur ce qui se passe. Là. Oh oui, je comprends. Ghislain, permets-moi de citer une petite anecdote. Je suis allé visiter à quelques reprises les installations, le siège administratif de Fidélité à Boston et aussi le centre de recherche, le laboratoire Fidélité. Puis, lors d'un événement, tu étais présent. Il y avait Will Danoff, qui est un gestionnaire à succès, qui surpasse le SP500 depuis de nombreuses années. Will Danoff, il est reconnu pour être un peu brouillon. Il garde des notes manuscrites depuis ses débuts et puis il y a du café renversé sur ses pages. Tout est écrit à la main. On a des cahiers comme ça avec plein de petites notes et puis c'est fou. On se dit, ce gars-là, il doit s'y perdre, mais on regarde les résultats puis c'est hallucinant. Au moment où on était dans les bureaux, il devait filer parce qu'il y avait Elon Musk qui venait de rentrer dans les bureaux de Fidélité pour rencontrer Will Danoff. Et Musk, je pense qu'il a un agenda serré et il ne rencontre pas tout le monde. Oui, bien c'est ça. C'est un bel exemple de l'accès qu'on peut avoir. Puis Will Danoff, il était beaucoup investi en technologie, donc ça l'a bien aidé, puis en hausse de 10 % cette année. Donc, il continue à faire une bonne job. Ce n'est pas tous les fonds qui performent aussi bien. Puis, il ne faut pas tous mettre nos sous dans ces mêmes types de produits-là, mais c'est un bel exemple.
OK. Alors, les secteurs qui peuvent nous réserver des belles surprises, tu as mentionné transport, tu as mentionné aussi ressources, énergie, et puis il peut y avoir peut-être les, des pointes dans le tourisme, les- peut-être. oui, mais j'irais plutôt large dans les petites capitalisations, Ah oui? les OK. petites entreprises. Puisqu'il y a beaucoup, la plupart des investisseurs, encore une fois, ne fait pas vraiment de la recherche de la compagnie. Euh, donc, quand la crise a commencé au mois de mars, c'était un réflexe naturel pour plusieurs investisseurs, même des investisseurs institutionnels qui ont la capacité peut-être de faire de la recherche sur certaines grandes, moyennes entreprises, mais ça ne va pas aussi creux que les 1000 de petites entreprises cotées à la bourse américaine, par exemple, qui est le Mhm. Russell 2000. Donc, si on n'a pas de recherche, on assume que les petites compagnies ont moins de sous et moins de fortitude financière pour passer à travers la crise. Donc, ils se sont fait abandonner plus sévèrement et ont rebondi plus doucement ou dans certains cas, ils n'ont pas très rebondi. Donc, fouiller dans les petites entreprises, comme on a plein de nos portefeuilles que je peux nommer. Là. Il y a Charles River Laboratories, qui est une compagnie, ça va vous sembler bizarre, là, mais c'est une compagnie de rats de laboratoire. Donc, Ah oui. toutes les grandes compagnies pharmaceutiques veulent faire énormément de tests De sur plein de recherche, oui. différentes molécules et de la recherche, mais depuis que les génériques sont arrivés il y a 20 ans, ils ne veulent pas avoir tout in-house leur capacité de recherche, ils veulent sous-traiter. Que ce OK. soit les laboratoires pour faire les tests de 2 et 3e phase ou que ce soit la production de rats de laboratoire qui doit être extrêmement homogène et produit en grande quantité. C'est le plus gros producteur de rats de laboratoire au monde. C'est le plus gros in-source ou le outsourcer de recherche de 2 et 3e phase. Il y a énormément de recherches qui se fait ces jours-ci. Leur chiffre d'affaires augmente, le titre n'augmente pas parce que la plupart du monde ne fouille pas. Nous, Ben non, mais c'est ça. On ne on peut est pas maxé sur le connaître stock. On ne toutes peut pas en les acheter entreprises comme plus. ça. On ne peut pas connaître tous Non. les sous-traitants partout, là. Puis dans le même optique, tu as parlé donc des petites capitalisations, faire attention à ça quand on a de la recherche pour backer, pour appuyer justement ces choix de titres de petite capitalisation. On ne parle pas de micro-entreprises sur le coin de la rue là, qui vendent des vapoteuses, là. On pense des petites capitalisations. C'est quoi? Quelques milliards quand même? Ben, les petites capitalisations américaines se comparent aux grandes capitalisations canadiennes dans certains cas. J'exclus les grosses banques, là, Ouais. mais ça peut se comparer à Couche-Tard. Voyons donc. Voyons donc. Ouais. Wow, c'est pas petit couche-tard pourtant Ben, dans notre on a perception. acheté on a acheté la plus grosse compagnie de funérailles aux États-Unis. Ah ouais. Parce que tout le monde dit, il y a personne qui va aller aux funérailles parce que distanciation sociale, mais la distanciation sociale, elle prend le bar. Là. Elle va prendre Oui, le bar, puis les décès vont continuer. Là. mais c'est sûr. Puis c'est quelque chose qui se tarit jamais, hein, puisqu'on n'est pas immortel. C'est Les ça. secteurs maintenant qui pourraient nous décevoir, Ghislain, puisque tu as parlé de ceux qui peuvent réserver des belles surprises, les mal-aimés en ce moment, et puis ceux qui pourraient nous décevoir à court, moyen terme. Ben, ce qui pourrait nous décevoir, c'est les obligations de grande qualité, mais ça sera plus une déception à long terme. À court terme, ça dépend si la bourse revit de la volatilité à court terme. Si la Oui, bourse revit de la volatilité à court terme, les obligations gouvernementaux de grande qualité vont faire leur travail à protéger le portefeuille. Mais quelqu'un qui veut zéro investir à la bourse, il ne veut même pas investir dans le marché de revenus fixes corporatifs, qui est très intéressant ces jours-ci, mais qui veut strictement être ultra sécuritaire, bien, malheureusement, ça va peut-être être décevant à long terme parce que l'inflation, avec la création d'argent vient une perte de pouvoir d'achat de cet argent-là. OK. Et si on garantit, si on se garantit à recevoir notre argent de nouveau sans appréciation, 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard, c'est là que ça devient moins intéressant. D'un point de vue secteur boursier, toute compagnie qui prennent pleinement ou qui participent pleinement à plusieurs programmes des gouvernements risque de sous-performer à long terme aussi. Ah Parce que, oui. oui, je me rappelle quand Air Canada, il y a des amis qui m'appelaient, je devrais acheter le stock d'Air Canada, le gouvernement ne va pas laisser tomber. Je dis, bien, je peux comprendre que le gouvernement ne va pas laisser tomber Air Canada ou plein d'autres perles ou de fierté nationale ou d'utilité nécessaire. Puis ça, c'est vrai partout dans le monde. Mais une fois que le gouvernement a intervenu, ça vient avec des conditions. Et personnellement, je ne veux pas appartenir à une business
Puis il n'y a pas plusieurs entrepreneurs dans la salle qui aimeraient ça, gérer leurs entreprises avec un gouvernement qui leur impose des conditions comme tu ne peux pas acheter, Non. tu peux pas racheter tes parts, tu ne peux pas augmenter ton dividende, tu ne peux pas faire de l'acquisition de tes compétiteurs, parce que tout ça, ça va être clé dans les années à suivre. Puis un autre risque relié à des entreprises comme ça qui ont un support gouvernemental très, très, très important. Puis c'est déjà arrivé dans le passé avec Air Canada. Le gouvernement a choisi de sauver Air Canada, mais de laisser tomber les actionnaires. Ce qui fait que l'entreprise survit, mais les actionnaires, bien, leur avoir est tellement dilué que ça représente une fraction de scène et ils ne retrouvent leur capital que peut-être au bout de quelques décennies. C'est ça. C'est exactement. Donc, on veut exactement l'inverse, en fait. Puis c'est Oui, on veut correct si on l'inverse. achète dans une business ou dans une industrie fortement négativement impactée par le virus, aussi longtemps qu'on pense que, ils ont la fortitude financière pour passer à travers la tempête, pour réembaucher l'argent et pour réaccueillir leur clientèle quand ils auront le droit de la réaccueillir ou quand la demande va revenir. Si on a le pont financier pour se rendre et ils ont un produit ou un service qu'on peut facilement imaginer que la demande va être au rendez-vous post-COVID, ça, ces titres-là peuvent être vraiment, vraiment intéressants parce qu'ils se transigent à la poubelle ces jours-ci. Donc, mais ça demande une fortitude émotionnelle, ça demande une confiance, ça vous demande de voir au-delà des prochains quelques mois qu'il y aura surtout de la mauvaise nouvelle économique. Mm-hmm. Ghislain, on va revenir rapidement sur le concept de long terme, puisque c'est important quand quelqu'un dit oui, mes capitaux, si c'est pour 7-8 ans, normalement, avec une firme de courtage qui se respecte, les capitaux ne sont pas gelés, là, ce qui fait qu'on peut avoir accès à son argent, mais l'objectif, c'est de laisser travailler ses capitaux. Et la grande question qu'on pose souvent, la perception de long terme, c'est avant combien de temps vous pouvez laisser vos capitaux avant d'en retirer la moitié ou plus. Alors là, on a une différence là, parce qu'on peut bien vivre sur ses capitaux, on retire des montants à chaque année, mais on a un horizon à long terme. Vous voyez qu'il y a plusieurs nuances dans la perception de long terme. Et si on a donc une petite partie, un 10-15 qui est plus volatile, qui est dans les petites capitalisations, par exemple, cette partie-là, dans notre esprit, c'est compartimenté. On dit que ça, c'est pour le très long terme. Ça va servir à augmenter mon rendement quand il y aura du rééquilibrage. Ça va aller dans des titres peut-être moins volatiles, etc. Alors, les compartiments fait qu'on peut se rassurer puis on peut aussi dormir tranquille. Oui, la diversification continue à bien fonctionner. Il faut juste agir le plus possible à contre-courant. OK. Puis la réalité, c'est que tout le monde a plusieurs raisons pour investir. Plusieurs de ces raisons-là n'existeront pas dans quelques années ou existeront moins et l'acheteur va revenir. Puis, encore une fois, en fait, je vais aller plus loin que ça. Nous sommes en train de mettre la table pour des bulles dans le futur. Ah oui, des bulles spéculatives Donc, c'est qui pensé pourraient survenir. que certaines parties de la bourse est chère aujourd'hui. Attachez votre truc, ça va devenir pas mal plus cher plus tard. OK. Est-ce qu'on peut penser notamment à tout ce qui est en ligne, relié par exemple au divertissement en ligne, qui en ce moment est très populaire, les Netflix et compagnie? Tous, la raison pourquoi est-ce que je dis que les conditions sont en place pour éventuellement, post-COVID, voir une bulle, et personnellement, je me positionne pour me rendre jusqu'à là, c'est que quelques facteurs. L'ingrédient numéro 1, les taux d'intérêt à zéro. Ouais. Avec toute la dette que les gouvernements ont contractée pour tous ces programmes sociaux-là, au-delà de la dette qui était déjà en place, alentour du monde pour plusieurs gouvernements, ça fait en sorte que même si l'inflation se présente pas, là, tout de suite, on a un choc déflationniste, la récession. Mais post tout ça, puis le ton, c'est fou comment le ton passe vite, puis on aura un différent discours dans quelques années, là, puis on ne parlera pas de la même façon. Bref, quand la confiance va revenir et l'économie va repartir, l'inflation pourrait se présenter. Les banques centrales ne seront, d'après nous, incapables mathématiquement d'augmenter leur taux d'intérêt de façon significative parce que ça va créer un problème de solvabilité pour des municipalités, puis des provinces, puis des agences du gouvernement et les gouvernements même, pas à peu près. Donc, les taux d'intérêt, d'après nous, vont rester dans une fourchette du très, très bas pour probablement des décennies. Et ça veut dire que si à la bourse,
Il y a des entreprises là, qu'on ne peut pas voir trop loin parce qu'on n'est pas sûr de leur business ou de leur produit. Puis si on va remplacer leur produit par quelque chose de mieux ou on va le substituer par une nouvelle technologie. Mais il y a des business qu'on peut voir à long terme. Donc, n'importe quel business où c'est très probable c'est très probable qu'on va continuer à envoyer de l'argent à ce business-là parce qu'on a besoin de leur service ou de leur produit. On peut parler de télécommunications, on peut parler de plein de choses. Ces business-là, si tu vois une longue histoire de revenus dans le futur et que tu l'actualises pour les comptables dans la salle, là, si j'actualise un rendement basé sur un taux de 10 ça ne vaut pas cher un rendement. Mais si je l'actualise comparé à du zéro, il y a un manque d'alternatives totales. Puis, rappelez-vous qu'il y a à peu près 5 fois plus d'argent dans les produits garantis que la bourse. À peu près, là. 4 à 5 fois. Là. Et il y a 4 à 5 fois plus d'argent à l'extérieur de la bourse qui est généralement maltraité par des taux d'intérêt extrêmement bas, qui vont rester extrêmement bas. Ça va monter un petit peu, mais ça ne va pas monter beaucoup. Mathématiquement, ça ne marche pas avec le compte public. Donc, la confiance des investisseurs à placer de la nouvelle argent n'est pas forte aujourd'hui, même si, en tout cas, ça va bien. Elle va revenir. Oui. Comme la confiance envers l'économie va revenir. Parce que it doesn't rain every day. Donc, le jour que ça revient, il va y avoir un déboulement, il va y avoir beaucoup d'argent qui n'est pas investi pour plein de raisons qui sont très justifiables avec tout ce qui se passe ces jours-ci. Mais le temps va régler ces problèmes-là et il y a de l'argent qui va débouler. D'où vient beaucoup en investissant des obligations coopératives? Il y a des obligations coopératives qui payent du 5, mais que bientôt, ils ne paieront plus du 5. Le prix va monter, il va y avoir des gains au capital, plus le taux d'intérêt qui est là. Et plus tard, les mêmes obligations qu'on ajoute aujourd'hui seront disponibles dans le marché probablement à 3 ou 4 Et d'ici là, ça va être des beaux rendements. On met la table pour la prochaine question, mais juste avant, petite précision, Ghislain, en ce qui concerne les investissements, la diversification, puis tout ça. Un portefeuille, là, on peut le voir comme une maison, je pense, parce que sa maison, on est patient avec les valeurs immobilières. On n'investit pas dans sa maison pour 2-3 ans ou dans un duplex pour 2-3 ans. On sait très bien qu'il y aura des orages. Il y aura des fois des bourrasques, peut-être même des petites tornades, des micro-rafales qu'on appelle, qui vont endommager la toiture, etc. Et des fois, le cycle économique va faire que notre maison, qui prend d'ordinaire toujours un peu de valeur, va peut-être baisser de valeur temporairement. Mais sachant que le solage est de qualité, sachant que les murs sont solides, la toiture a été refaite et tout, bien, on peut l'habiter longtemps, puis on a une perception de solidité à long terme. Mais quand un portefeuille, on le comprend, puis on sait que des fois, les valeurs de portefeuille, c'est la valeur de l'immobilier aussi, bien, il faut peut-être apprendre à être aussi patient avec son portefeuille qu'avec son bien immobilier en se disant que l'effet du temps est aussi positif. Oui, puis ces jours-ci qu'on se compare de ça, c'est de valeur que les gens apprécient pas ou n'ont pas la même perception de la bourse. Parce que la bourse, c'est juste un véhicule qui vous donne droit à une appartenance à une part de profit. Ultimement, vous appartenez à une part de profit qui va vous payer à long terme. Donc, c'est de valeur que la perception n'est pas là. Puis dernièrement, il y a beaucoup de discussions sur l'or. Puis on aime l'or. Dans nos portefeuilles équilibrés, on avait de l'or avant la crise. Ça nous a bien défendu. C'est une diversification de devises. Mais il y a des gens qui écoutent ça et se disent, ben là, avec tout l'argent qu'on va imprimer, je vais aller en or ou en crypto-devise. Puis il y a une certaine logique derrière ça et on le fait pour une partie du portefeuille, mais ça fait juste partie d'une diversification. Mais un petit point là-dessus, ce qui fait monter l'or, qui est la dévaluation des devises, fait monter la bourse aussi. Parce que ça fait monter tous les actifs. La terre, les marchés immobiliers, tout. Donc, en fait, c'est ça. Si on se pose les questions qu'on se pose, c'est pas sur la capacité de la bourse à monter à long terme. Il n'y a rien qu'à changer avec ce qui se passe là. On a vécu d'autres crises. Je sais que cette crise est particulièrement profonde d'un point de vue impact économique, mais puisqu'elle est orchestrée à l'entrée et l'orchestrée à la sortie et que les gouvernements ne sous-estimaient pas, surtout la Banque centrale, pour leur capacité de stimuler une économie, on va s'en sortir. Mais ultimement,
là, je déboule sur d'autres sujets, mais ça va ajouter à l'inégalité. Vous avez parlé de protestation. Oui, inégalité sociale. Il y a une partie de ce qui se passe qui vient de l'inégalité socio-économique. Mm-hmm. Et l'inégalité socio-économique va être aggravée par ce qui se passe parce que ceux qui ont de l'actif vont participer à l'inflation d'actifs s'ils sont capables de focus eux-mêmes ou via la délégation, être exposés à des business qui vont survivre à long terme. Ouais. C'est pas le nerf de la guerre. Si tu fais ça, ces business-là vont devenir plus chers. Ceux qui n'ont pas d'actifs, qui n'ont pas de terre, d'immobilier, de l'argent à la bourse, de des compagnies respectables à long terme, bien sûr. Mm-hmm. C'est vrai pour l'immobilier aussi. Si tu achètes du mauvais immobilier, ben, tu ne vas pas faire un gros rendement. Bien sûr. C'est vrai partout. Ceux qui n'ont pas d'actifs vont être plutôt victimes de l'inflation. Mm-hmm. Mm-hmm. D'où vient l'idée ou la vue ou la perspective de fidélité que les programmes sociaux, pas juste les taux, j'ai dit tantôt que les taux d'intérêt vont rester bas, mais ça va plus loin que ça, messieurs, mesdames. On pense que différents programmes sociaux, comme le concept de revenu universel, qui ont place actuellement, c'est juste pas permanent encore. Mm-hmm. Le 2 000 par mois, pour ceux qui ont été pas infectés, mais affectés par le COVID, perte d'emploi, etc., on a cassé la glace pour le troisième chapitre de la stimulation monétaire. La même façon que, un petit peu d'histoire, là, si on a le temps, hein, Fabien, là, mais moi, je suis correct en termes de timing. Oui, on déborde un peu puisqu'on a commencé en retard. Tu as fait ton Madonna, tu es arrivé 6-7 minutes après le début. C'était pas l'objectif, je vous l'assure. Mais où je m'en vais avec ça, c'est que 2008, ça a pris du temps pour imprimer de l'argent, pour l'injecter dans ces programmes-là pour régler le problème. Ouais. Mais ça a pavé le chemin pour qu'on agisse rapidement en 2020. C'est vrai, ça a été extrêmement rapide. Extrêmement rapide. D'où vient le fait qu'on ne s'est pas rendu à moins 50? On avait tout ce qu'il fallait pour se rendre à moins 50, Fabien. Ouais. Je me rappelle de nos conversations. Je faisais partie de ceux-là que si le gouvernement n'intervient pas massivement pour offrir un pont de confiance au marché pour garder plus loin, si les marchés pouvaient reculer autant. Ils pouvaient facilement se trouver à moins 50. Mais là, fondamentalement, il y a quelque chose qui a changé. Tu es en train de nous dire que le fait qu'on a été rapide à imprimer de l'argent puis donner un montant pour éviter que tout le monde se précipite pour l'inscription au chômage et que les gouvernements sont dans l'incapacité d'embaucher rapidement 50, 100 000 nouveaux fonctionnaires pour traiter les demandes, le fait qu'on a versé de l'argent dans le compte de banque des gens, c'est peut-être une situation qui fait dire, pour contrer les inégalités, qu'on devrait avoir un revenu minimum garanti pour tout le monde. Bien, ça va être un débat. D'après nous, ça va être un débat à long terme. Peut-être pas tant à long terme que ça, parce que comme société, on s'en va à 10 milliards d'habitants d'ici 20 ans. On va en avoir d'autres des challenges. Le changement climatique étant un problème des plus importants. Ça va demander énormément de sous pour restructurer notre infrastructure, notre système énergétique. Donc, par exemple, dans les prochaines crises, puisqu'on a cassé la glace avec « j'imprime de l'argent de la Banque centrale, je le donne aux politiciens », ce politicien-là le met dans la poche des individus. Ça, c'est, en anglais, pour ceux qui aiment étudier le monde conceptuel du système monétaire, c'est Modern Monetary Policy, ou MP3, Monetary Policy 3. MP1, c'est augmenter ou descendre les taux d'intérêt. MP2, c'est augmenter ou descendre les taux d'intérêt plus la création d'argent. MP3, c'est augmenter ou descendre les taux d'intérêt plus la création d'argent, plus je prends cet argent-là, je le donne aux politiciens pour qu'ils mettent en place des programmes sociaux. Le fait qu'on a cassé la glace, ça va être une porte de sortie pour les politiciens du futur quand ils vont faire face à un problème. Et donc, la création d'argent va continuer, l'inflation d'actifs va continuer, il faut s'exposer à un maximum d'actifs. Surtout si on a l'opportunité d'une autre correction boursière. Mm-hmm. Si ça ressemble moindrement comme masse, ça j'en doute, mais si on a l'opportunité d'un recul boursier, perdez pas cette opportunité-là, rééquilibrer fortement vers la bourse. Ghislain, on va regarder les 5 dernières minutes pour que tu nous parles de placements qui sont en dehors du monde des actions, puisque si on a déjà un fort pourcentage en actions, on commence à manquer de bonnes idées, là, parce qu'on voudrait bien mettre ça dans un CPG, comme j'ai parlé tantôt, mais le 5 ans, c'est à peine si on a au-dessus de 1, là, c'est pas très fort. Qu'est-ce qui peut être différent des actions, mais quand même prometteur?
La meilleure classe d'actifs, celle qui domine nos achats ces jours-ci et depuis quelques semaines, c'est les marchés d'obligations corporatives, surtout aux États-Unis. On a différents produits. Là. Fabien, je vais parler en détail avec les produits même. Il faut qu'ils vous appellent pour ça, là, si ça les intéresse. Mais les produits à Jeff Moore, gérés par Jeff Moore, c'est de loin ces produits-là qu'on prône le plus. Ceux qui sont moins familiers, on peut dire que les obligations, autant que le Canada émet des obligations, le Québec émet des obligations, ça veut dire qu'il emprunte à ses citoyens, moyennant une garantie de capital et un versement d'intérêt. Une compagnie peut aussi faire la même chose. Elle se finance par obligations qui sont ensuite en circulation, mais ce ne sont pas des actions. Il y a une fluctuation quand même. Mais donc, tu dis que le marché des obligations de compagnie est intéressant. Oui, puisque trois gros points. Premièrement, à la fin mars, la Fed a sorti un programme pour acheter directement dans le marché d'obligations qui nous assure un minimum de liquidité. Ce qui veut dire que si on veut se débarrasser de l'obligation pour une raison X, Y ou Z, il y a de la liquidité dans le marché, contrairement à la troisième semaine du mois de mars où le marché d'obligations a commencé à avoir des problèmes de plomberie vraiment inquiétants. La Fed a vu ça. Elle dit, si le système de financement d'entreprise ne fonctionne pas, c'est comme un engin avec pas de pétrole et pas d'huile. L'engin n'a pas de chance. Puis les problèmes vont s'empiler dessus le COVID. Pour que les problèmes ne s'empilent pas, c'est là qu'ils ont réagi fortement avec ce programme-là et autres. Ce programme-là assure une liquidité et en assurant une liquidité, ça réduit le risque de volatilité future. Ça ne l'élimine pas. Ça réduit la probabilité de risque, de volatilité et la profondeur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aime s'il y a moins de volatilité. Deux, ces programmes-là, il y a quelque chose qui se passe aux États-Unis. Les banques centrales communiquent directement avec des entreprises pour leur encourager d'emprunter de l'argent, pour aller chercher le cash qu'ils ont besoin, le mettre dans le bilan, et comme ça, de ne pas s'inquiéter des marchés financiers, focuser sur vos clients, votre business, s'adapter au monde et s'adapter à la réouverture et avoir du succès à long terme avec les ressources financières qu'ils ont besoin. Donc, c'est exactement ce qu'il fait. Il y a une émission record d'obligations qui est camouflée par tout ce qui se passe dans le monde. On se comprend que les gens... Ça ne se rend pas aux nouvelles Mais non, parce que ce n'est pas la bourse, mais c'est un marché qui est gigantesque, qui est plus gros que la bourse, mais qui est un peu, je dirais, moins transparent. C'est très institutionnel aussi. C'est les fonds de pension qui gèrent beaucoup là-dedans. C'est Fidélité. On gère 1,3 trillion de dollars US en obligations. Donc, ils viennent souvent nous voir sans même aller au marché. Comme Heinz Corporation, Volkswagen, Goldman Sachs. Ils viennent nous voir, regarde, on émet une obligation de 50 millions, on paye du 5,5. Si tu le veux-tu, on le prend tout. Tac, on prend 50 millions. On finance des entreprises comme ça. Et voici la perspective de rendement. Premièrement, il y a 3 scénarios. On a un vaccin relativement rapidement. Ça prend longtemps pour avoir un vaccin. Donc, ça, c'est les 2 extrêmes. Là. La solution médicale va prendre beaucoup de temps ou pas trop de temps, puis il y a différents scénarios au milieu. Dans le scénario positif où Trump a moindrement raison, puis qu'avec tout le programme Warp Speed, les ressources financières, c'est pas juste Trump, hein, tous les gouvernements du monde, surtout la Chine, met énormément de ressources vers une solution médicale. Puis la Chine veut rendre cette ressource-là, cette solution-là mondiale. Donc, bref, il y a des choses intéressantes qui risquent de se manifester les prochains quelques trimestres concernant le vaccin. Mais disons que ça se fait assez rapidement. Dans ce scénario-là, la confiance de l'investisseur et envers l'économie va arriver plus rapidement. Si j'achète une obligation qui paye 5,5 %, parce que l'opportunité, c'est que ces corporations-là qui font des levées de fonds, ils n'ont pas le choix de nous payer un taux d'intérêt plus élevé que d'habitude. Ces corporations-là... Ils veulent attirer notre attention, là. Oui, il faut emprunter à 3 % il y a 4 mois. Là, il faut qu'ils empruntent à 5,5 parce qu'on veut se faire payer pour le risque qu'on prend additionnel. Mais si ça prend du temps, mais je me fais payer du 5,4 % juste pour attendre. Puis, de l'autre côté, si la confiance revient d'ici 6 à 12 mois ou 18 à 24 mois, l'appétit pour ces obligations-là va fortement augmenter avec la confiance. Le prix des obligations va monter. Le taux d'intérêt pour le nouveau investisseur va descendre. Mais pour la personne qui est déjà là, le calcul pour un gain en capital sur une obligation corporative, c'est le mouvement du taux d'intérêt fois la duration. Donc, la duration de nos portefeuilles, c'est autour de 6 ans. Si les taux d'intérêt descendent sur tes produits de 1 %,
c'est 6 de gain au capital, plus le coupon d'intérêt qui rentre, qui est à peu près 4 à 5, ce qui donne un rendement de 10 sur 12 mois. J'ai investi zéro à la bourse. Wow, c'est intéressant. Mais il faut que tu acceptes que ce n'est pas une ligne droite. C'est pas une ligne droite, c'est ça. Alors, tu disais que le gestionnaire de ce produit-là, c'est Jeff Moore. Et quel est le nom du produit où on trouve justement… Il y a 4 différents produits dépendant combien de risques, mais le fonds multisectoriel, c'est le plus populaire de loin. Multisectoriel par Jeff Moore. En obligation multisectorielle, oui. OK. Ghislain, merci beaucoup de ta présence. Je remercie tout le monde et je vous invite, si vous voulez en savoir plus, de contacter votre conseiller de l'équipe Major Gestion Privée. Il y a maintenant près d'une dizaine de conseillers de l'équipe Major Gestion Privée. En allant sur le site majorgestionprivé.com, vous allez dans la section équipe, vous allez voir leur nom. Vous avez un conseiller attitré parfait. Si vous n'en avez pas, vous pouvez nous téléphoner et voir justement si on peut ajuster des éléments dans votre portefeuille. Très important, en ayant un plan financier, eh bien, très souvent, ça nous calme et ça donne un sens à tout ça. Et si on doit faire du rééquilibrage dans le portefeuille, bien, ce sera indiqué dans le plan financier à quelle fréquence ça se fait, etc. Le temps de faire le ménage, je pense que c'est le printemps. Profitons-en. C'est le temps de faire un petit ménage dans ses actifs et surtout d'avoir une structure intéressante. Et on voit qu'il y a des opportunités. Bien, merci beaucoup de ta présence et puis tes bonnes idées, Ghislain. Avec plaisir. Bonne journée à tout le monde. Au revoir.